Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Je me présente, je suis Christia Laradin. À mes côtés, notre experte Patricia Brafont-Trobo, docteur en sciences sociales. Bonsoir Patricia. Bonsoir Christiala, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Alors ce soir nous allons parler d'une thématique qui nous concerne bien sûr, ce sont les intellectuels. On entend parler d'intellectuels. Qui sont ces intellectuels? Qui on qualifie d'intellectuels? Alors c'est vrai, pour commencer, moi j'ai été chercher, c'est quoi cette définition finalement de ce terme d'intellectuel? Et à travers le Larousse, la définition est la suivante. Qui fait appel exclusivement à l'activité de l'esprit, à la réflexion, aux manipulations abstraites, par opposition aux activités bien sûr manuelles et physiques, il y a fourni un grand effort intellectuel. Donc finalement, notre cerveau, ce muscle, pour être comparé à ces sportifs de haut niveau qui utilisent leurs muscles, eh bien, nos intellectuels utilisent leur cerveau. Alors Patricia, pour commencer, la première question sera la suivante. Qui peut-on qualifier d'intellectuel? Alors, on peut qualifier d'intellectuel plusieurs catégories de personnes. Néanmoins, il est important de rappeler l'origine de ce mot intellectuel. C'est un mot qui est apparu en 1898 dans le cadre de l'affaire Dreyfus, où les anti-dreyfusards avaient qualifié d'intellectuels les artistes, les écrivains qui avaient pris fait et cause pour Dreyfus. Et il faut savoir que quand des artistes en général parlent des intellectuels, ils ne se reconnaissent pas souvent, pas tous, comme intellectuels, et pourtant le terme avait été inventé pour les qualifier et pour les discréditer. Donc on voit qu'un terme peut évoluer avec le temps. Alors, comme vous l'avez dit, Christiala, les intellectuels, ce sont des personnes qui ont un goût en général pour les choses de l'esprit ou des choses qui dominent l'usage de l'intelligence. Mais moi, j'ai 2 ou 3 autres définitions qui me paraissent importantes parce que celles qu'on a données tout à l'heure sont acquises, tout le monde le sait. Il y a celle de Jean-Paul Sartre qui nous dit, et celle-là pour moi, c'est la meilleure, c'est celle que je préfère. L'intellectuel, c'est celui ou celle qui refuse d'être le moyen d'un but qui n'est pas le sien. C'est-à-dire quelqu'un qui, lorsque quelque chose va se produire et que ça ne lui convient pas, eh bien, il va refuser de s'associer à cela et il va faire valoir son point de vue. Il y a une deuxième définition que nous donne l'essayiste Jean-François Revel. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est complète. Il nous dit que l'intellectuel ne détient aucune prééminence sur la lucidité. Il pas pli éclairé qui pommoune. D'accord? Ce qui distingue l'intellectuel, ce n'est pas la sûreté de ses choix. Quand on est intellectuel, on sait précisément qu'on reste dans le doute très souvent. Ce n'est pas la sûreté de ses choix. C'est l'ampleur des ressources conceptuelles, logiques, verbales qu'il déploie au service de ce choix pour le justifier. C'est-à-dire que quand vous êtes un intellectuel ou une intellectuelle, quand vous avancez quelque chose, c'est que vous avez fait un travail de recherche suffisant pour affirmer ce que vous affirmez. Être intellectuel, nous dit Jean-François Revel, confère donc non pas une immunité qui rendrait tout pardonnable, mais au contraire, plus de responsabilité que de droit. Une responsabilité aussi grande que la liberté d'expression dont on jouit. Ce qui signifie que lorsqu'on se dit intellectuel, on a une liberté d'expression, mais on a surtout la responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui écoutent nos messages. On a surtout une responsabilité de tenir compte de ce que nous disons et de faire attention à ce que nous pouvons dire. Alors, il y a, j'ai envie de faire juste un petit clin d'œil à une sociologue noire américaine qui s'appelle Patricia Hill Collins. Une autre Patricia. Une autre Patricia, et qui a écrit un livre que les gens peuvent retrouver en Guadeloupe, qui s'appelle « La pensée féministe noire ».
Et elle parle des femmes intellectuelles noires dans les sociétés post-esclavagistes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que le système esclavagiste a fait que les femmes noires n'ont pas pu aller à l'université, n'ont pas pu aller à l'école pour la majorité très tôt, comme ça se fait dans le système occidental pour les femmes blanches. Néanmoins, que ces femmes noires, de par leur expérience de vie, la façon dont elles dirigent la société, n'ont pas un savoir érudit, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas diplômées, mais ça n'en fait pas moins des intellectuels, c'est-à-dire des personnes qui ont pu, par leur prise de position, par leur choix, par le fait d'élever leurs enfants, mais aussi les enfants des femmes blanches, influencer la société et apporter leur savoir à la société. Donc, n'est pas intellectuel que des personnes diplômées. Et pour terminer, j'aimerais juste citer quelques exemples d'intellectuels guadeloupéennes et guadeloupéens. On peut citer Sylviane Telchid, Dany Bebel-Gisler, dont l'anniversaire de la mort, c'était hier, Florette Morand, plus près de nous, Marie-Hélène Lomuno, pour les femmes, parce qu'on a souvent tendance à oublier les femmes, mais il y a aussi Rosan Girard, Rémi Ninsouta, Roland Tesoros, par exemple. Et dans un domaine qu'on aurait tendance à oublier, qu'on pourrait oublier, moi j'ai envie de dire certains chanteurs de gros cas, Robert Loison. On peut citer Manuela Pioche quand elle disait Guadeloupéen, il ne faut pas nous vendre, ça nous nie. Et puis il y a aussi le groupe Kassav, mais aussi on a des artistes. Hein. On a Joël Nanquet, on a Michel Chaumont-Lamotte. Bref, on a toute une série d'artistes. Donc n'est pas intellectuel qu'une personne qui a des diplômes, qui est allée à l'université et qui a un savoir érudit. Voilà. D'accord, Patricia. Alors, effectivement, on voit qu'il y a des intellectuels finalement partout, que ce soit au niveau local, dans les îles voisines, nationales et aussi à l'international. Finalement, ça m'emmène à ma deuxième question. Qu'apportent les intellectuels à la société? Alors, l'intellectuel, par définition, se distingue par son engagement au service de la société dans les domaines de la production de sens, par l'autonomie de sa pensée relativement au pouvoir établi, c'est-à-dire au gouvernement et aux gouvernants, mais aussi par rapport aux clans, aux amis et à leur lutte partisane. Si vous êtes une intellectuelle ou un intellectuel, vous devez absolument être libre. Parfois, c'est très difficile, mais, et la liberté, je ne cesse de le dire, on l'a dit déjà, la liberté, elle a un prix. Donc, il faut être prêt à payer ce prix de la liberté pour énoncer ce qu'on pense. L'intellectuel vise aussi à découvrir et à faire découvrir ce qui change ou qui ne change pas dans la société. L'intellectuel veut savoir et faire connaître la nature des rapports qui président aux relations sociales politiques du peuple et de ses représentants élus ou qui ont été autoproclamés comme tels. L'intellectuel a un devoir de vigilance qui consiste à ne pas applaudir le prince. Le prince, ça peut être n'importe quel prince, ça peut être le président de la République, les gouvernants, mais aussi certains princes autoproclamés, le prince ou les gouvernants, lorsque ceux-ci produisent des discours en contradiction avec le vécu social. Et on peut donner deux autres apports. Hein. L'intellectuel a pour rôle aussi d'assumer, de témoigner, de dénoncer éventuellement ce qu'il ou elle estime injuste, absurde ou contraire à la logique et au bon sens. Cela demande donc du courage de prendre position pour ou contre dans une situation. Il est là aussi, ou elle est là aussi, pour secouer les inerties et dénoncer les facteurs de blocage. Donc, Christiana, vous vous rendez bien compte que cela demande une très grande maturité pour le débat. Ah ben oui, tout à fait. Être intellectuel, visiblement, il y a beaucoup d'attentes finalement de ces intellectuels et ils doivent avoir une certaine responsabilité finalement de leur prise de position. Ils doivent se sentir libres aussi dans leur prise de décision et finalement, ils ont un impact certain dans notre société. Si j'ai bien compris, absolument, c'est bien ça. Absolument, c'est bien cela. Du coup, pour rester dans cette notion d'impact, quel est l'impact de la vie des intellectuels dans un pays, de manière générale? Alors, la vie des intellectuels est importante.
quel qu'il soit. Hein. Quand je parle d'intellectuel, ça peut être... Moi, il y a une chanson, par exemple, de Fred Dehay et du groupe Soft, qu'on peut citer, Crime contre la Guadeloupe, qui avait été une chanson qui avait énormément marqué les Guadeloupéens quand elle était sortie, parce qu'elle disait tellement de la situation. On peut citer, moi il y a une chanson que j'aime bien, du Goka, de Setson Ato, en arrivant pays Ayo, quand il parle qu'il a une barbe et qu'on le prend pour un djihadiste, tous les problèmes qui sont remonter là-dedans, mais il y a aussi les livres, bref. Donc l'impact, il peut être à différents niveaux. On n'est pas obligé d'être intellectuel et d'écrire des livres pour avoir un impact sur la société. Alors l'intellectuel peut développer des idées de nouveaux concepts en lien avec la société dans laquelle il ou elle évolue. L'intellectuel peut mettre aussi dans le débat public des problématiques qui ne sont pas encore prises en charge par la société, d'accord ? Moi, lorsque j'ai écrit mon premier ouvrage, Conflits sociaux en Guadeloupe, c'est parce que j'estimais que nous n'avions pas d'études là-dessus, que rien n'était fait, donc il fallait le faire. Et ça a été ainsi pour tous mes autres ouvrages. Alors, il ou elle peut faire des constats pour intervenir dans le débat public et faire changer les politiques publiques. Par exemple, bien évidemment, l'école, faire rentrer le créole à l'école, ça a été un combat de personnes comme Sylviane Telchid, Hector Poulet et bien d'autres, mais aussi le mouvement indépendantiste en Guadeloupe, pour faire rentrer, ça a été une situation qui a été prise en charge pour faire changer les règles des politiques publiques. L'intellectuel peut et doit créer une émulation par la confrontation des idées. Et ça, on en a déjà parlé aussi, vous et moi, lorsque j'ai dit qu'on peut émettre des idées et pas nécessairement tomber d'accord. Oui, et donc, je reviens à cette fameuse maturité. Quand on intervient dans le débat public, quand on fait le choix d'intervenir dans le débat public, on doit avoir la maturité de comprendre que je vais énoncer un propos, que je serai contesté. Moi, quand j'ai écrit mon premier ouvrage, je me suis préparé à être contesté. Donc, quand on se prépare à être contesté, eh bien, on n'a pas envie d'insulter les gens qui contestent ce que nous avons écrit. Parce que ce que nous avons écrit, c'est peut-être pas la vérité pour cette personne. C'est notre vérité, ce n'est pas la vérité. Et donc, moi, je dis souvent, lorsque nous voulons contester quelqu'un, surtout sur un ouvrage, écrivons un ouvrage. Écrivons un ouvrage. Il y a eu un débat, on va rester dans l'actualité, il y a eu un débat sur le documentaire qu'a fait Jean-Philippe Pascal sur les nuits bleues de l'indépendance. Il y a des personnes qui ont critiqué. Moi, j'ai envie de leur dire, faites des documentaires pour donner votre point de vue. C'est comme ça que le débat avance et c'est comme ça que la connaissance commune avance. D'accord. Donc, si je comprends bien, finalement, l'intellectuel, c'est quelqu'un d'engagé qui doit être aussi suffisamment ouvert d'esprit pour accepter la critique, puisque finalement, il n'y a pas une vérité, mais il y a la vérité, donc de multiples vérités, puisqu'on n'est pas fait en série, hein, n'est-ce pas? Et finalement, l'intellectuel a aussi une position à prendre dans la société où il est implanté. Là, je pense il ou elle. Voilà. Effectivement, il ou elle, c'est très important. On revient dessus. Tout à fait. Alors moi, ce que j'ai envie de demander, c'est finalement les jeunes, les personnes en général, et vous aussi, téléspectateurs, est-ce que finalement, vous ne pouvez pas vous investir dans le champ intellectuel? Est-ce que vous ne pouvez pas être aussi des intellectuels, ou peut-être chez vous, vous êtes des intellectuels, mais vous ne le savez pas? Patricia, est-ce que tu peux nous éclairer dessus? Oui, bien sûr que le champ de la pensée, le champ du débat, le champ des idées, ne doit pas être laissé vacant parce que la nature a horreur du vide. Et parfois, ce qui remplit le vide n'est pas très beau. Donc oui, je lance un appel à tous les jeunes, mais à toutes les personnes en général qui nous écoutent, qui ont envie d'émettre une idée, qu'elle soit en peinture, en musique, en livre, en poème, en graphe, peu importe, allez-y. Intervenez dans le débat public parce que c'est sain pour notre société. Nous sommes une société jeune, donc il faut éviter de se censurer. Et c'est ça qu'il faut rappeler.
La première chose pour les jeunes notamment, ou autres, hein, il faut maîtriser son sujet pour intervenir dans le débat public. Personnellement, parfois, on m'invite sur certains sujets, je refuse. Ce n'est pas mon sujet, je ne le maîtrise pas, je n'y vais pas. On ne va pas sur tous les sujets. Maîtriser son sujet. Ne pas avoir peur. Ne pas se censurer ou s'inhiber. Ah oui, on va me tomber dessus, on va... Et alors, on va vous tomber dessus, mais vous avez apporté votre contribution. C'est ça qui est le plus important. Ne pas avoir peur de la sanction ou de la vindicte populaire. C'est vraiment pas grave. Au contraire, il faut continuer. Et toutes les personnes qui répondent doivent répondre avec des arguments. Alors, c'est-à-dire qu'on attend aussi d'eux, d'une certaine manière, des jeunes et de tous ceux qui vont se lancer s'ils ne l'avaient pas encore fait, que par l'idéologie et que par l'utopie concrète, ils ouvrent un horizon d'attente, un horizon d'espérance. C'est ce dont nous avons besoin. Notre société est jeune, donc nous avons besoin de souffle nouveau, nous avons besoin de personnes qui apportent des idées, et quand bien même elles seraient critiquées, ben, qu'elles se rassurent, il y en a qui vont voler à leur secours à un moment ou à un autre. Et étant une société jeune, on a besoin d'un projet de vie, d'un projet dans l'avenir, d'un projet d'émancipation. Et c'est ce défi que tous les intellectuels présents, même passés avec leur contribution, et à venir auront à relever. Donc, on peut dire que les intellectuels ont leur place, tous les intellectuels, et ne pas croire qu'un intellectuel, on en parlait en début d'émission, qu'est-ce qu'il y a là? Un intellectuel ou une intellectuelle, ce n'est pas une personne qui est allée à l'université et qui est diplômée. Non, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas non plus une personne intelligente par définition. L'intelligence, ça n'a rien à voir avec le fait d'être intellectuel. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui ont envie et toutes celles qui ont envie d'apporter leur contribution à notre société, de le faire. Et tant pis s'ils ont pris un coup, continuez. Merci Patricia. Ben, vous l'aurez compris, vous pouvez être aussi intellectuel, vous avez un sujet qui vous intéresse, vous avez fait des recherches dessus, vous sentez effectivement que vous voulez apporter à votre société et dans votre secteur. N'hésitez pas, faites valoir votre voix et dans tous les cas, effectivement, il faut être prêt à recevoir des propos différents, de recevoir également que on ne sera pas forcément d'accord avec vous, mais ce n'est pas grave, vous aurez aussi des personnes qui seront d'accord avec vous, que vous allez permettre d'ouvrir aussi leur champ de possible, parce que même s'ils ne sont pas d'accord, eh bien, ça permet d'avoir aussi une autre vision. Et bien sûr, on remercie Patricia encore pour ces éclaircissements. Je vous remercie, téléspectateurs, toutes mes excuses, téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve jeudi à 20 h. Bonne fin de soirée sur votre chaîne Éclair TV.